Hello les accros de One Piece, c'est Silver Copper, bienvenue sur RTL, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le compteur monte encore, et là on est à 15 400 abonnés. Grâce à votre fidélité, on peut se permettre de faire encore plus de choses. En témoigne la vidéo avec Mush. Et n'oubliez pas, on a pas mal de surprises pour vous quand on arrivera au prochain objectif, les 20K. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on continue notre concept des vidéos d'explication. Vous êtes nombreux à avoir apprécié celle sur la marine. Eh bien, on monte un cran au-dessus. On va vous expliquer le mieux possible ce qu'est le gouvernement mondial. En gros, on présentera leur histoire et ensuite leur hiérarchie. Il y a pas mal de choses à dire, mais en même temps, c'est une organisation très opaque, même pour les personnes qui en font partie. Il y aura donc forcément d'autres versions de cette vidéo qui sortiront plus tard. Mais en attendant, profitez bien de celle-ci. Allez, c'est parti! Imaginez un monde où tout le monde est uni, le bonheur bat son plein, et où la seule façon de penser correcte est celle d'une personne ou d'un groupe d'individus. Idyllique, n'est-ce pas? Eh bien non, pas du tout. Dans le monde de One Piece, tout est animé par une seule entité qui aime se croire au-dessus de toute chose. Bridant la liberté, usant de la force à outrance et pillant la population selon sa propre définition de la loi. C'est le gouvernement mondial. Les seuls rescapés de ce système sont les pirates ainsi que les révolutionnaires. Ceux encore en liberté bien sûr. Pour bien comprendre ce système, enfonçons-nous dans les méandres de son histoire, mais aussi de sa hiérarchie actuelle. Petit 1, sa hiérarchie. À la tête de cette organisation, on a appris très récemment que se trouvait un seul homme. Vu pour la première fois dans les tréfonds de Marijois, seul son nom est aperçu, Im-sama, et ses iris sont très particuliers. C'est un enchaînement de cercles, comme ceux de Mihawk. Y a-t-il un lien? Mais ce n'est pas une vidéo théorie. Bref, il est le seul à pouvoir s'asseoir sur le trône vacant, qui est censé être vide depuis la création de cette entité, justement pour garantir la paix. Ce qui confirme qu'il est le vrai chef, et bien sûr, un chef de l'ombre. Deux autres choses sont à savoir sur lui. Il semble vouer une haine à 4 personnes. Luffy, Barbe Noire, Shirahoshi et Vivi, et il semble avoir un serviteur très proche, qu'on voit l'informer de l'arrivée des 5 doyens. En parlant des 5 doyens, on descend d'un niveau. Pour l'ensemble de la population, ces 5 personnes sont les vrais décisionnaires, en gros le vrai visage du gouvernement. Ils se réunissent toujours dans la même salle et discutent entre eux des différents problèmes qui interviennent dans ce monde. Ils sont les supérieurs d'Akainu, qu'on voit justement discuter avec eux après la chute de Doffy. Là aussi, on ne sait pas grand chose sur eux, même pas leur nom. Mais 3 choses sont à noter. Premièrement, 2 d'entre eux ont une très grande ressemblance avec d'anciens dirigeants, Mikhail Gorbatchev et l'autre Gandhi. La deuxième chose, c'est que le Conseil des 5 anciens fait référence à un groupe ayant déjà existé dans le Japon médiéval, et comprenait en son sein le célèbre Tokugawa Ieyasu. Ce groupe est connu pour s'être entretué pour le pouvoir. Et enfin, les 5 doyens doivent être incroyablement forts, car ils n'hésitent pas à s'enfermer avec Shanks. À partir de là, l'organisation se sépare en 2 branches. La première, qui est très particulière, c'est celle des Dragons Célestes. Enfin, on parlera pas d'une branche, mais plutôt d'une sorte de groupe dans le groupe. Celui-ci est composé des descendants de 19 des 20 rois fondateurs de ce monde, selon la propagande. Il est donc impossible de les rejoindre sans être un minimum consanguin. Ça explique pas mal de choses, surtout sa tête. En récompense de ce que leurs ancêtres ont accompli 800 ans auparavant, ils ont reçu le droit de vivre au-dessus des autres. Tout d'abord dans le lieu, Marijois, comme dans le droit. En témoignent leurs nombreux esclaves et le droit de tuer n'importe qui. Comble de la métaphore, ils ne supportent pas de respirer le même air que les autres de la surface. Ils se promènent en continu sous une cloche de verre avec leur propre air purifié. Ils sont pour la première fois apparus à Shabondi. Vous vous rappelez forcément de Saint Roswald, Sainte Chachulia et du misérable Saint Carlos. Les 3 seront battus respectivement par les vrais dieux vivants. Usopp par un coup d'arrière-train, Riley et son haki des rois surpuissant et Luffy dans un geste splendide. Pour en finir avec eux, malheureusement que dans cette vidéo, il y a 3 autres représentants très connus qui sont déjà apparus. Et ils font tous les 3 partie de la famille Don Quichotte. Les fameux Doflamingo et Rocinante, exclus à vie de ce corps, et Saint Miosgarde. Celui-là a une histoire très intéressante. Il s'est échoué sur l'île des hommes poissons et avant que la population ne le zigouille, Otohime l'a sauvé. Et il a commencé à comprendre que le monde ne doit pas être comme celui que les dragons célestes prônent. Et depuis, il lutte pour changer ça. Dernièrement, il sauve Shirahoshi des mains de Saint Carlos lors de la rêverie. Décidément, ce mec c'est un punching ball. Passons à la vraie première branche, la branche armée. Et à sa tête se tient Kong, dont le titre officiel c'est commandant des forces armées du gouvernement mondial. Wow, c'est long, mais ça en jette. On va finir par se dire qu'il faudra encore 10 ans rien que pour approfondir ces personnages, car là aussi, on ne sait pas grand chose sur lui. Juste que c'est l'ancien amiral en chef, juste avant Sengoku. Il a donc été amiral avant ça et a dû se friter avec Rox. C'est en plein pendant la période en tout cas. Après la guerre au sommet, il a une attitude plutôt protectrice envers Sengoku, qui lui soumet sa démission, et il l'accepte. Il est aussi d'accord pour le choix de Kuzan comme candidat pour le poste vacant. Sous sa coupe, il a toutes les forces armées du gouvernement. Et alors là, accrochez-vous bien, car on va les présenter. Le premier, c'est la marine, évidemment. On a déjà bien expliqué ce groupe dans la vidéo qui apparaît en haut à droite, donc c'est pas la peine de le réexpliquer. Il faut juste savoir que ce sont eux qui font régner la loi sur les mers.
et à leur tête se trouve un amiral en chef. Aujourd'hui, c'est Akainu. Le second groupe, c'est le fameux Cypherpol. Groupement armé très lié au gouvernement et présent pour accomplir leurs 4 volontés. Officiellement, il est composé de 8 divisions. Les numéros 1 à 4 sont stationnés hors de Grand Line. On peut donc se dire que chaque unité est en charge d'une mer. South, North, East et West Blue. Toutes les autres se trouvent sur Grand Line. Les deux groupes mystères sont le CP9, groupe d'assassins et d'infiltrés que les Mugiwara ont côtoyé de très près, et le CP0, ayant fait son apparition après l'ellipse. Ils sont directement rattachés à la protection des dragons célestes, et ce n'est même pas sûr qu'ils répondent à Kong. Sont-ils plus indépendants? On ne le sait pas vraiment. Concernant les membres connus, pour les numéros 1 à 5 ainsi que le numéro 8, on ne connaît personne à l'intérieur. Pour le CP6, on a le pseudo-géant présent dans le Puffing Tom, celui-là même que Sanji explose d'un seul coup de pied. De même pour Wanzi, membre du CP7. Vous vous rappelez le mec hyper dégueulasse avec des nouilles partout ou même qui lui sortent du nez. Les anciens membres du CP9, on les connaît que trop bien. Vous vous rappelez sûrement, ce sont les infiltrés ayant mis un sacré bordel à Water 7 juste après avoir enlevé Robin. Et ils ont pour chef Rob Lucci. D'ailleurs, certains de ces membres ont intégré le CP0 après leur défaite. Lucci apparaît à la rêverie et arrête Léo qui essaye de sauver Shirahoshi. On voit Kako en arrière-plan, mais aussi Stussy. Rappelez-vous, c'est celle qui s'était infiltrée à la Tea Party. Autre action de cette organisation, ils ont été envoyés au pays des voix pour négocier avec Orochi. Ils ne sont donc pas uniquement rattachés à la protection des dragons célestes, mais ils négocient aussi au nom du gouvernement. Ah, n'oublions pas Spadam. Cet être aussi détestable que les dragons célestes ont aussi rejoint le CP0 après l'ellipse. Comment? On ne sait pas. Ah bah si, c'est le piston, le bon vieux papa. Troisième groupe, c'est celui d'Impel Down. Cette fameuse prison sous-marine d'où personne n'a jamais pu s'échapper, sauf Shiki, et Luffy, et Jinbe, et Crocodile, et Baggy, et Mr. One, et puis merde, il y en a beaucoup trop. Cette passoire sous-marine, elle a carrément plus la même réputation depuis le passage éclair de Luffy. En tout cas, son principal groupe armé est composé des gardiens. À leur tête, on a le directeur, anciennement Magellan. Aujourd'hui, ce poste est occupé par le grand, mais surtout presque nu, Hannibal. Et oui, Oda nous l'apprend dans une mini-série. Juste en dessous, on a le vice-directeur Magellan. Le pauvre a été rétrogradé. En dessous, on a le gardien-chef. Anciennement, c'était Shiryu, l'actuel commandant de la seconde flotte de Barbe Noire. Aujourd'hui, ce poste est occupé par Domino. Puis, on a les chefs de la garde et les gardiens. Ah, et n'oublions pas les gardiens démoniaques, qui sont plus des instruments de travail sans réelle volonté propre. Pour faire un rapide topo de la prison, elle est composée de 6 niveaux, et plus on va en profondeur, plus les tortures sont violentes et les prisonniers dangereux. Doflamingo est le personnage le plus connu qui est actuellement enfermé. Il est au niveau 6. Passons maintenant à la deuxième et dernière branche connue de l'organisation, Enies Lobby. C'est l'organisation représentant la justice, c'est-à-dire celle qui va s'occuper de juger les criminels et leur donner une sentence adéquate. Son siège est sur une île avec un trou béant en son centre, île judiciaire. À sa tête, on a l'impitoyable juge Baskerville, le tricéphale. Ah bah non, c'est juste 3 mecs avec le même vêtement. Puis on a de nombreux juges, comme en témoigne la mini-série sur Django. Ensuite, la meute de la loi, constituée de loups chevauchés par des hommes, Carcy et Eumo avant qu'ils ne donnent leur démission, ou plutôt avant leur trahison, et bien sûr la horde de garde qui sillonne l'île jour et nuit. Ah, et c'est aussi le siège officiel du CP9, enfin, avant l'ellipse. Cette île était réputée inviolable depuis 800 ans, un parfait modèle de réussite pour le gouvernement mondial. Enfin, encore une fois, un mythe totalement détruit par le passage de Luffy. Voilà, avec ça on a fait un bon tour de l'organisation. Passons maintenant à son histoire. Partie 2, une histoire lacunaire. Il n'y a pas moins de 800 ans de cela, le monde était entièrement différent. Composé de royaumes séparés et vivant en harmonie, ses habitants étaient des êtres d'une très grande intelligence, utilisant des technologies d'un tout autre niveau, et créant des armes d'une puissance inégalée. Mais un jour, une grande guerre éclata. 20 royaumes s'allièrent et anéantirent tous les autres. Après la lutte, les 20 dirigeants de ces royaumes vainqueurs se réunirent en un lieu, désigné comme le centre du monde, Marijois. Ensemble, ils décidèrent de créer un nouveau monde, où tout serait lié, et l'organisation qui les tiendrait tous ensemble, eh bien c'est le gouvernement mondial. Parmi ces 20 dirigeants, 19 décidèrent de quitter leur pays et de s'installer sur les lieux du pacte, Marijois, et d'y construire un château, Fontainebleau. Ah non, pardon, la Pangée. Il est bon de noter que la Pangée est le nom du supercontinent qui composait le monde avant la dérive des continents, sachant que dans le monde de One Piece, on a un énorme supercontinent, Red Line. La dernière famille, les Nefertari, refusèrent de s'y installer, et son dirigeant resta dans son pays natal, Alabasta. On connaît très bien sa descendante, c'est Vivi bien sûr. Les 19 autres ayant quitté leur royaume, ils ont nommé une autre famille pour prendre leur place. À Dressrosa, les Don Quichotte ont nommé la famille Riku. Les dirigeants prirent aussi 2 grandes décisions. La première était de se faire nommer Dieu vivant, eux et tous leurs descendants. La seconde, c'est d'effacer le siècle de leur arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, ce siècle est nommé le siècle oublié, et toute recherche à ce sujet est punie de mort. Mais quelques pays résistèrent pour échapper à cette tyrannie. Tout d'abord, l'île des hommes-poissons. Même si aujourd'hui, ils font tout pour s'y intégrer. Le second à notre connaissance, c'est le royaume de Zou. Sur le dos de l'éléphant géant, il était facile pour eux de se cacher. Et enfin, le royaume des voix, pays des samouraïs. Le shogun Kozuki prit la décision de fermer le pays pour le protéger. Ils ont écrit toute l'histoire du siècle oublié sur des gigantesques stèles indestructibles. Tout ça pour que les générations futures puissent connaître la vérité. Et un nom revient souvent sur ces stèles,
Joy Boy. Mais lui, on en parlera dans une autre théorie. Après ça, le monde s'est développé, et tout le monde s'est habitué à avoir cette entité au-dessus de la tête. Un roi pour son royaume, une grosse réunion tous les 4 ans pour les grandes décisions, la rêverie, les 5 doyens pour les affaires courantes, et un trône vacant pour symboliser sa perfection. Mais contrairement à ce que tout le monde croit, un autre personnage tire les ficelles dans l'ombre. C'est Im-sama, et personne ne connaît ni son âge, ni son visage, ni son rôle, mais juste que le trône vacant, c'est le sien. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le gouvernement mondial. On vous cache pas qu'en l'écrivant, on a pas mal de théories qui nous sont venues. Entre celles sur Im-sama, sur les véritables intentions de Luffy, ou même le véritable but de Shanks, vous serez comblés bientôt. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les Aqua de One Piece.